Voilà, merci à tous pour votre participation et tous ces éclairages et ces témoignages. On va donc passer aux questions. Il y en a beaucoup. Alors j'ai essayé de les regrouper et il y en a beaucoup sur l'ensemble des choses qu'on a pu aborder. Peut-être je vous propose de commencer par des questions très concrètes sur les directives anticipées. Comment concrètement donner des directives anticipées et désigner une personne de confiance ? Y a-t-il un formulaire à remplir ou à signer ? Où peut-on le trouver ? Une deuxième question sur le même sujet qui dit « Un médecin peut-il faire une remarque désobligeante ou refuser des directives anticipées rédigées sur un papier à lettres et non un imprimé fourni par certains sites internet ?» Et la dernière question, c'est la personne de confiance est-elle vraiment écoutée ? Les directives anticipées sont-elles toujours prises en compte ? Peut-être, mesdames, sur la loi ? C'est en continuité avec la loi ? Oui, donc ce sont deux questions bien différentes. La personne de confiance, comme on en a parlé tout à l'heure, elle date de la loi 2002. Effectivement, nous avons l'obligation, en tant que soignant, au moment de l'accueil d'une personne à l'hôpital, de lui demander si elle a désigné une personne de confiance. Comme c'est un terme que tout le monde ne connaît pas, on a un petit explicatif dans notre livret d'accueil et puis on en parle aux patients, on leur explique. Nous, on a une secrétaire qui fait ça et puis à chaque fois, elle nous demande mais comment elle va comprendre, etc. Et donc, si on sent qu'il y a des difficultés de compréhension, on se charge, nous soignants, d'expliquer parce que peut-être on va trouver mieux les mots. Donc oui, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on va associer. Alors qu'on va associer pas forcément que dans les cas où les personnes ne peuvent plus s'exprimer, mais déjà quand on a une annonce difficile, un résultat d'examen à donner ou prévoir le retour à domicile, c'est des choses dans lesquelles la personne de confiance est tout à fait associée. Voilà, pour la personne de confiance. Et puis quand la personne ne peut plus s'exprimer, bien sûr, on va lui demander, alors non pas son avis, parce que la personne de confiance n'est pas là pour donner son avis. Elle est là pour transmettre le souhait que la personne qui l'a désigné lui aura expliqué. Hein ? Alors bien sûr, quand on est une personne de confiance pour quelqu'un, on est aussi avec son vécu, son expérience, ses croyances, etc. Mais on est là pour répondre du souhait de la personne. Donc oui, elles sont écoutées, bien évidemment. Et encore une fois, c'est comme pour les directives anticipées, là, de ce point de vue-là, on a toujours à cœur de vérifier si c'est bien adéquat avec l'état de la personne et avec ce que la personne elle-même a pu dire aux soignants. Parce que j'ai été très touchée de voir que, Monsieur Legendre, vous avez pu dire que vous aviez fait vos directives anticipées il y a 20 ans, mais que peut-être un jour vous changerez d'avis. Et on les a bien entendues. Vous connaissant, si j'avais à vous soigner, je saurais ce que vous désirez, mais je saurais aussi, et je m'attacherai à écouter ce que vous avez à dire à ce moment-là. Et je vous écouterai tout à fait également. Au mieux. Voilà, parce que effectivement, quand on est bien portant, qu'on a de grands idéaux, de grands projets de vie, voilà, on n'a pas forcément le même regard sur notre état de santé que quand on est diminué, paraplégique, incontinent, je ne sais pas, mais voilà. Et je rebondis sur le fait qu'on parlait de la dignité, même dans ce qu'on peut appeler la déchéance du corps. Et là, je reviens à ce qu'a dit Valérie en tant qu'aide-soignante. Le soin est tellement important. La façon dont on va faire le soin, la façon dont on va proposer un change à une personne qui est incontinente en la regardant comme personne, hein, et la douceur qu'on va mettre dans ce geste qui est si important. Et le fait qu'on ne va pas le faire en parlant à nos collègues de tout à fait autre chose. Non, on va le faire en parlant à la personne, en lui demandant si on lui fait mal, en l'accueillant comme personne. C'est ça qui va, non pas rendre sa dignité à la personne, parce que comme l'a dit Luc, la dignité, elle est intrinsèque à la personne, mais ça va lui rappeler sa dignité
Et ça, c'est important et c'est un de nos rôles de soignants. Pour ce qui est des directives anticipées, donc bien sûr, on va essayer de les recueillir. C'est difficile, effectivement, parce qu'on accueille quelqu'un, nous qui sommes en médecine aiguë, on accueille quelqu'un qui ne va pas bien. Et avant même de lui dire, on va essayer de vous soigner et de vous rendre votre état de santé, on devrait lui demander si finalement vous mourrez, comment vous voulez mourir. Alors que lui, il voudrait entendre, je vais tout faire pour vous rendre votre état de santé. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile pour nous soignants, on essaye de le faire. On s'associe à nos psychologues, à nos soignants, peut-être ceux qui passent le plus de temps avec le patient. Quelquefois, c'est au contraire quelque chose que la personne préfère discuter avec le médecin parce qu'il sait que c'est lui qui va prendre les décisions. Bon, ça dépend et il faut vraiment qu'on soit une équipe, encore une fois, pour bien pouvoir le demander. Et je m'attache aussi à savoir si c'est bien la personne qui, quand on reçoit des directives écrites, si c'est effectivement la personne qui l'a écrite ou si c'est son entourage. Parce que c'est différent et je vais bien sûr écouter l'entourage, mais je vais quand même m'attacher à essayer de comprendre ce que veut la personne, elle, dans son souhait et qui peut évoluer tous les jours. Oui, je voudrais ajouter quelque chose qu'on n'a pas mis dans la boucle, mais notamment pour les directives anticipées, lorsqu'un patient rentre dans une structure de soins, il a vraisemblablement un médecin traitant. Et je pense qu'il ne faut pas oublier la relation que le patient et l'environnement a pu avoir avec ce médecin traitant. Et ce médecin traitant peut être un accompagnant aussi lorsque on voit bien que l'état de quelqu'un se dégrade pour aider la personne et pour aider l'entourage. Et je crois qu'on n'en a pas du tout parlé au travers de ce que l'on a évoqué, parce qu'on s'est centré, et c'est normal, les soins palliatifs sont surtout très développés dans les structures. D'ailleurs, il faudrait dire que là aussi, certains l'ont pointé, pas dans toutes les structures. Et je pense que notamment l'aide dans la douleur, l'aide dans tout cet accompagnement, mais je crois qu'il ne faut pas oublier dans la boucle le médecin traitant, qui est le premier qui connaît la famille, qui connaît l'environnement, qui connaît les conditions de vie, etc. Et lorsque quelqu'un doit partir dans un établissement et qu'on sait que le cas est grave, je pense que c'est lui qui peut aussi aider par rapport à ces directives anticipées. Parce que je crois que, et docteur, vous l'avez dit aussi, c'est que les soignants sont pas toujours armés, parce que quand on veut parler de directives anticipées, on a le sentiment que la fin de vie est proche. On me racontait une histoire de quelqu'un qui rentrait en salle d'opération, et voilà que tout d'un coup on le rattrapait et on lui disait « Ah, on vous a pas demandé la personne de confiance, parce que si jamais vous n'êtes plus en état de pouvoir nous dire ce que vous souhaitez », et c'était quelqu'un qui avait plein d'humour, il est ressorti, il n'y a pas eu de problème, etc. Mais il dit, j'ai cru que ma dernière heure était arrivée. Non, mais je veux dire que c'est une boutade, mais je veux dire que c'est une réalité du quotidien, et c'est pas facile à un soignant d'expliquer ce que sont les directives anticipées, ce que sont la personne de confiance. Parce qu'on parle de la dignité, ça veut dire que quelque part, on pense qu'à un moment donné, cette personne ne pourra peut-être plus exprimer, elle, son souhait, etc. Et c'est pour ça que nous, dans les associations de patients, eh bien, nous essayons de leur expliquer qu'à tout moment, même quelqu'un de jeune, parce qu'on croit qu'il faut expliciter ces directives anticipées ou la personne de confiance, mais à tout moment, on peut faire ce type de démarche, hein, un accident, etc., etc. Voilà. Alors, effectivement, il y a des documents qui peuvent vous permettre de rédiger. Il y a ceux de la Haute Autorité de Santé, il y a ceux que le docteur présente de l'association Jalmave, jusqu'à la mort accompagner la vie. Mais je veux dire qu'il y a vraiment des formulaires qui peuvent vous permettre de désigner la personne de confiance et de faire vos directives anticipées. Et puis, il y a un rêve que nous, associations de patients, nous avons, c'est que lorsqu'il y aura le dossier médical partagé, eh bien, on souhaite qu'à l'intérieur de ce dossier médical partagé, il y ait également les directives anticipées. Donc, vous voyez, il reste encore du chemin,
mais c'est notre rôle, nous, de former les usagers du système de santé pour que les soignants, et là je crois qu'on a un accompagnement aussi pour les professionnels de santé, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est ensemble qu'on peut véritablement maintenir cette dignité de la personne jusqu'au bout. Je voudrais ajouter 2 choses dans la continuité de ce qui vient d'être dit. Il est très important, à mes yeux, évidemment, de parler avec son médecin traitant et de lui donner ses directives anticipées. Et deuxièmement, sur le caractère d'anticipation de ces directives, je suis allé à l'hôpital de Gien visiter un malade cette semaine. Au tableau d'affichage, il y a 4 feuilles, dont une est celle-ci. Avez-vous pensé à vos directives anticipées ? Comme accueil, on peut faire peut-être autre chose, même si les directives anticipées sont nécessaires. Donc, si vous les avez faites avant, tranquillement, la tête reposée, ça ne vous posera pas de problème. Si vous tombez dessus au moment où on vous met sur le lit d'hôpital, c'est peut-être autre chose. Merci.